Sac à dos posé et caméra bien enclenchée, nous voici partis à déambuler au sein du domaine de l'Ono. Un jardin remarquable planté ici au cœur de la vallée du Petit Lay à la toute fin du 19e siècle. L'Ono n'est pas seulement un parc. Son histoire ne se limite pas non plus à cette demeure italianisante. La propriété est avant tout intimement liée à la vie d'une famille, la famille David, qui nous reçoit toujours aujourd'hui. Savourons alors les paroles d'Hubert. Malgré mon très jeune âge, je me souviens très bien de notre arrivée à l'Ono. Dans les premières années de l'enfance, il y a un jour où la perception du monde qui nous entoure devient tangible. Ce jour-là, j'ai instantanément ressenti que ces paysages du bocage entourant l'Ono m'habiteraient jusqu'à mon dernier souffle. Chut. Ce que j'aime justement dans le jardin, c'est tous ces petits espaces intimes que vous avez créés, notamment par les fauteuils, par les bancs, par les petites tables. Les gens peuvent s'asseoir. Oui, j'ai Contempler. fait ça volontairement parce que je trouve que lors de la visite, je donne un fascicule, il y a un parcours qui est numéroté, donc j'ai pensé que c'était judicieux de les mettre dans ces différents endroits. Et moi aussi, à titre personnel, je trouve que quand j'habite ici, vu des fenêtres, le parc est habité. Oui. Voilà, ça c'est important parce que ça donne de la vie finalement. Mais tous les visiteurs, je veux dire qu'ils ont beaucoup de succès, tous ces fauteuils. Hubert, est-ce que vous êtes né à l'Ono? Je ne suis pas né à l'Ono, je suis né accidentellement, je dis toujours accidentellement, à Pornichet-la-Baule, juste à la limite, parce que ma mère se trouvait là, et voilà. Mais sinon, après, j'ai vécu dans une propriété juste à côté d'ici, qui était une propriété familiale, qui s'appelait le Bois-Buzin, et mon père, après, a repris, quand j'avais 2 ans, a repris l'Ono, Oui. est venu habiter là, donc j'ai toujours vécu à l'Ono en fait. Mais je me souviens très bien de ma première arrivée à l'Ono, j'ai une image, bien qu'étant vraiment très jeune, j'ai une image de mon arrivée à l'Ono dans la cour. C'est quand même, ça m'est toujours, et Une photographie? j'ai su que cet endroit, je m'habiterai toute ma vie. Mais j'ai beaucoup aimé Paris d'abord parce que j'ai vécu dans des conditions fort agréables, de par ma profession, de par mes relations amicales, tout un ensemble de choses. J'ai aimé Paris, franchement. Et j'aimais ou Paris ou la pleine campagne. Et la pleine campagne, pour moi, c'était Jonou. Mais vous aviez toujours l'appel de l'Ono. Ah, toujours. Comment le petit garçon que vous étiez à 2 ans quand il arrive ici à l'Ono percevait ce jardin, cette nature, cette maison? Tout devait être démesuré. Oui, tout est démesuré, mais tout était... en fait, j'ai trouvé... les souvenirs d'enfance que j'ai, ce sont les bruits de la nature, très important à ce moment-là, beaucoup d'oiseaux. Oui. Il y avait ce silence, un silence quand même qu'on ne retrouve pas maintenant, même dans les campagnes. Il y a toujours des bruits lointains. Et ce même silence, je l'ai retrouvé, eh ben, vous avez deviné quand, c'était au moment de cet arrêt du Covid, là, il y a 2 ans, au mois de mai-juin, qui a été absolument magnifique. Et là, j'ai retrouvé toutes ces sensations que j'avais dans mon enfance, de cette campagne silencieuse quand même. Un souvenir d'enfance ici à l'Ono, un souvenir particulier qui vous a marqué. Ah, ce qui m'a marqué, c'était les battages. Alors les battages, c'est au moment des moissons, donc au mois de juillet en général. Et alors là, il y avait la moissonneuse-batteuse qui arrivait le matin, à 4 heures du matin, et je guettais cette moissonneuse-batteuse. C'est la fête. Ah oui, parce que c'était extraordinaire, de ferme en ferme, les gens, il y avait une grande solidarité. Chaque ferme aidait l'autre ferme. À l'époque, c'était aussi des métayages, c'était des métairies. Et donc, c'était une vraie fête, ces battages. Alors, bien sûr, très dur pour les fermiers qui, forcément, étaient actifs, mais quand même, une grande fête en même temps, parce qu'il y avait un grand déjeuner qui était fait sous la grange. Là, je viens à la grange de l'Ono, les parents d'André Bourrasso, qui travaillent ici. Tous ces souvenirs sont très proches et encore très, très vivants. Vous me parlez d'André Bourrasso. Qui est André Bourrasso? Alors André Bourrasso, donc c'est lui qui s'occupe de l'entretien du parc ici. Sa famille est née à l'Ono, dans l'ancienne métairie de l'Ono, depuis plusieurs générations. J'ai très bien connu ses parents, bien sûr, et c'est même sa grand-mère. Il vivait dans l'ancienne ferme de l'Ono. Et après, ses parents ont arrêté l'exploitation quand ils ont eu l'âge d'arrêter. Et André lui-même est parti. Et il est revenu à l'âge de la retraite.
ici pour travailler ici. Et c'est un monsieur qui Bah, vous accompagne toujours. Ah, tout le temps, il est là. Sans lui, l'Ono serait pas ce qu'il est, il faut reconnaître. Et vous croyez qu'on pourrait rencontrer ce monsieur? Bien évidemment, aucun C'est problème, vrai? il sera très content. Parce que c'est aussi une mémoire Ah, de, mais c'est une mémoire de l'Ono. l'Ono, c'est une mémoire importante, oui, oui, très très importante. Alors là, je me retourne vers Stéphane et je vous regarde, Hubert, et on aurait, comment dire, une faveur à vous demander. Ah. Nous sommes sur les chemins. Voilà, on est sur ce GR. Demain, nous allons gagner Saint-Hilaire-le-Vouy. Oui. Est-ce que vous accepteriez de nous accueillir ce soir chez vous à l'Ono? Avec joie, Avec je une serais très très condition. content, comme ça vous allez profiter des dernières belles lumières du Mille soir, merci. que nous avons la chance d'avoir. Et la lumière du matin, Qui sera, voilà. Alors l'aube aussi, c'est magnifique. et rencontrer André. Et vous rencontrerez André. Merci beaucoup, Hubert. Et Hubert nous invite à profiter de la terrasse. Un endroit merveilleux, aménagé par Jacques, son père. C'est justement depuis cette terrasse que l'on apprécie au mieux l'étendue à 360 degrés qui fait de l'Ono un lieu unique. Ça va Stéphane? Bon, je pense qu'on a passé une nuit formidable. Ce que je te propose maintenant, donc avant de repartir, on va aller rencontrer André, comme Hubert nous l'a proposé hier soir. Tu sais André qui est jardinier à l'Ono. André, pourquoi vous avez choisi de nous amener dans cet endroit? Alors, cet endroit me rappelle tellement de souvenirs d'enfance, étant donné que je suis né ici à la ferme, en 42, et j'ai passé toute mon enfance ici. 80 ans, vous avez... 80 ans du mois de février. Voilà. Et alors, j'ai tellement des souvenirs d'enfance. Ce lieu me rappelle, je revois mes parents ici, s'occuper à l'exploitation. Il me semble même des moments d'entendre les chênes dans les étables. Je vois ma maman qui appelle les poules pour les soigner, piou, piou, piou. Ça me rappelle tellement de choses, que pour moi, je suis attiré dans cet endroit. On avance, vous Voilà. nous faites découvrir. Donc, est-ce qu'on pourrait dire une vie à l'Ono, 80 ans à l'Ono? Ben, je me suis quand même absenté. Je suis parti à 21 ans et je suis revenu à l'âge de 55 ans. J'ai eu une retraite à 55 ans. J'avais le nombre d'années pour laisser l'exploitation où j'étais. Donc je suis venu ici que M. David m'a demandé de revenir faire l'entretien. Mais pour moi, je n'ai jamais oublié ce lieu. Ce sont mes racines. Vraiment, on avait des pique-niques de famille. Tous les ans, la famille Bourrasso se rassemblait ici. C'était l'Ono. Ici, C'était l'Ono, c'était l'Ono. c'est notamment grâce à votre travail alors que ce jardin est devenu jardin remarquable. Voilà. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Ben, ça m'apporte une fierté finalement. Et une fierté en repensant que si mes parents me voient entretenir ce domaine, qui pour mes parents était vraiment quelque chose d'important, qui avait beaucoup de respect pour la famille David, je crois que mes parents, ils doivent applaudir dans leur tombe. Ils doivent se dire vraiment, André, tu nous satisfais vraiment de plein gré. Est-ce que vous nous amenez à l'endroit où se trouvait la maison de vos parents? Oui, volontiers. On fait des kilomètres pour aller en cure, qu'est-ce qu'on serait bien Mais ici. oui, mais complètement. Qu'est-ce qu'on serait bien ici. Complètement. C'est vrai. Complètement. Alors, je vous explique. Ici, donc, la maison d'habitation était, vous voyez, où il y a le bois. Là. Vous savez, le puits là, qui apparaît au fond. Oui. La maison d'habitation est environ 10 mètres au-dessus. Bon, ici, c'était les dépendances de la ferme. Là, c'était le jardin de mes parents. Alors ici, vous avez le petit hangar. Il y avait toutes les stabulations, les écuries qui étaient derrière. Là, où vous avez les petits arbustes, il y avait une autre étable. Ici, sur votre gauche, c'était les dépendances de la ferme. Et ici, du pommier à rejoindre l'arbre qui est au milieu, là,
c'était la bergerie. Mais ça devait être magnifique. Oh, c'était Tous ces magnifique. petits moutons Et en pâture. vous savez, après l'arbre ici, il y avait une mare immense. Immense. Et mes souvenirs d'enfance, c'est que quand on arrive de l'école, le soir, l'hiver, on aidait mes parents, à l'époque il n'y avait pas les abreuvoirs dans les étables, et on sortait les bovins 4 par 4 boire à la réserve d'eau ici. C'est des souvenirs qu'on se souvient vraiment, Vous parlez avec un sourire, puis des étoiles plein les oui, yeux. mais c'est des souvenirs, c'est des souvenirs. Nos parents nous ont vraiment appris le travail. On arrivait le soir de l'école, on faisait 3 kilomètres à pied pour aller à l'école au village de Langue. Été comme hiver, on partait le matin, il faisait nuit, à pied. On revenait le soir, il faisait nuit. En arrivant, avant de faire nos devoirs, on allait dans les étables. À l'époque, il n'y avait pas l'électricité. Tenir la lampe pétrole pour soigner les animaux. On suivait les parents comme ça dans chaque étable pour soigner les animaux. Et après, on dînait tous ensemble. Et après, on avait 1 heure de devoir tous les soirs avec les parents. Avant d'aller se reposer. Alors c'est quand même des souvenirs, c'est des souvenirs. Moi, mes parents, je les adorais, mes parents. Ici, pour moi, c'est un endroit sacré. Je revois mes parents. Mes parents, ils revivent ici, ils sont là encore, mes parents. Mais l'Ono fait vraiment partie de votre ADN, André. L'Ono. Est-ce que vous auriez pu partir plus loin? Non. Quitter Chantonnay, quitter surtout votre petit nid? J'aurais pas pu. Pour moi, mes parents sont ici. Ils sont ici, mes parents. Ils sont ici. André, merci. Est-ce que vous acceptez de nous reconduire jusqu'au château? Oui, je vous en prie. Je vous en prie. Une odeur formidable. Ah ben c'est ça, ça sent bon. Quand c'est fleuri, là. Ah, quand c'est fleuri. Vous savez, quand tout est en fleurs ici, on est dans une bouteille de parfum. Mais complètement. Ah, mais alors complètement. J'arrive. Mon épouse me dit, oh là là, mais qu'est-ce que tu as fréquenté? Tu es parfumé. Quelle douce femme as-tu fréquenté? Mais j'ai dit, écoute, tu me suis, je suis très sérieux. Ce sont uniquement les parfums des fleurs de l'Ono. Charmant, touchant. Voici encore un homme bel et bien habité par cet Ono. L'Ono de son enfance, celui de ses parents, le lieu de son mariage, le parc de ses enfants et celui-là même de ses petits-enfants. Une vie passée consacrée à magnifier et à sublimer un domaine. En écoutant André, j'ai juste envie de reprendre ce très court proverbe chinois. Les maisons n'appartiennent pas à ceux qui les possèdent, mais bien à ceux qui les regardent. Tellement vrai. Tiens, du monde vient nous rejoindre. Merci d'avoir accepté de venir nous rejoindre ici. C'est avec plaisir. Allô, Martha, on se connaît depuis très longtemps maintenant, mais j'aimerais bien que tu te présentes. Voilà, je m'appelle Martha. Je viens de Lviv, en Ukraine. C'est une ville près de Pologne. Et je suis là parce que voilà, c'est la guerre en Ukraine. Et nous sommes venus ici juste pour protéger nos enfants parce que c'était trop dangereux et trop difficile à eux d'accepter ça. Et même mon fils, il a eu peur de sortir de la maison. Et il parle toujours, même que nous sommes même deux mois ici, ça fait 2 mois que nous sommes ici. Il parle toujours des sirènes, il parle toujours des bombardements, il a toujours peur. Alors je pense que c'est bien que nous sommes ici. Pourquoi avoir choisi la Vendée? Mais parce que nous avons nos amis qui sont ici. Et nous sommes venus chez nos amis que je connais très bien depuis longtemps. Et ça fait plusieurs fois que nous sommes venus ici, ça fait plusieurs fois qu'ils sont venus chez nous. Et comme ça, j'étais sûre que c'est quelqu'un qui va nous attendre, qui va nous accueillir bien, que mes enfants seront bien ici. Tu avais la confiance en fait. Oui. Tu avais la confiance. Voilà. Et peut-être même parce que toi aujourd'hui tu es ici donc avec tes 2 enfants, Solomia. La petite Solomia est donc au STAP. Oui, voilà. voilà. Mais bien évidemment, leur papa est resté à Lviv. Oui, il ne peut pas partir comme tous les hommes. À partir de 18 ans, ils n'ont pas le droit de quitter la pays.
Martha, justement, on parle de ce lien qui est toujours maintenu avec papa qui est à Lviv. Et comme ça fait 2 mois que vous êtes aujourd'hui en Vendée, est-ce que tu sens que les choses changent pour les enfants? Oui, pour Ostap, c'était le plus difficile au départ. Il a pleuré 2 jours de route. Il a pleuré tout le temps parce qu'il ne voulait pas quitter son papa. Et là, en arrivant, c'était vraiment dur pour lui. Mais là, il est s'habitué déjà. Il aime beaucoup, il a des amis, il aime jouer avec, comme il dit, ce sont les frères. Oui, de la famille. Oui. Alors, il dit que ce sont ses frères. Et c'est ça, enfin. Oui. Il aime jouer avec eux. Et là, en fait, il me dit qu'il ne veut pas partir. Il préfère que papa va nous rejoindre ici. Et Solomie, pour elle, je crois qu'elle ne comprenait pas trop au début, mais là, elle commence à parler de papa de plus en plus. Et pour toi, Martha, en tant que, parce que femme, maman, épouse aussi, comment les choses évoluent pour toi? Parce que c'est dur, du jour au lendemain, de quitter son mari, de quitter sa ville, sa famille, ses parents, pour arriver dans un pays que, même si tu connaissais la France, tu venais en vacances en France, tu venais pour le travail, mais pas pour y rester sur une période dont tu ne connais pas, en fait, l'échéance. Oui, mais en plus, je trouve que ce n'est pas bien d'être séparée avec Marie. C'est pas bien ni pour famille, ni pour les enfants. Mais la guerre, c'est pas bien non plus. Et alors, maintenant, ce sont les événements qui sont pas bien. Et nous, on a choisi quelque chose qui est pour protéger nos enfants, mais pas pour être bien ici. Parce que c'est pas bien en Ukraine, c'est pas bien ici, mais en plus en Ukraine, c'est dangereux. Bien sûr. Et Ici, tu es venu chercher la sécurité pour oui. tes enfants. Voilà. Et je trouve que c'est pas bien du tout d'être séparés avec leur papa. Et pour moi aussi, c'est très difficile. Mais on n'avait pas de choix. C'était très dur de prendre ces décisions parce que je comprenais qu'on va séparer les enfants de papa et moi et mon mari. C'était vraiment difficile, mais là j'ai compris que si quelque chose arrive à mes enfants en Ukraine, et moi je sais que j'ai eu la possibilité de partir, comment je peux vivre avec ça après? Et là c'était la décision qu'on a prise comme ça, mais c'était vraiment la plus dure décision dans ma vie. Forcément. Ta vie, en plus, tu n'es pas vieille et devoir prendre une décision comme ça à moins de 30 ans, c'est quand même très compliqué. Oui, c'est vrai, c'était la plus dure décision dans ma vie. Je pense. Martha, merci. On va continuer. Et maintenant, j'aimerais que tu me parles de ton Ukraine. Qu'on parle de choses positives, qu'on parle de beau et que tu nous transmettes tout ton amour, tout l'amour que tu as pour ton pays. On y va, Solomia? Давай? Et Martha, maintenant, est-ce que tu acceptes de nous parler de ton Ukraine? L'Ukraine que tu aimes. Tu portes d'ailleurs la chemise brodée aujourd'hui, tout comme Solomia. Oui, mais parce que c'est quelque chose de très important pour nous. En faisant les bagages pour partir, j'ai pas hésité de prendre ma chemise ukrainienne parce que c'est quelque chose qui est très important pour moi. C'est quelque chose qui m'aide à penser à mon Ukraine. C'est comme un code de notre peuple. C'est quelque chose qui montre notre vie, en fait, et ça change. Pourquoi ce sont les chemises différentes? Parce que vous voyez que la chemise la robe de ma fille et la chemise à moi, ils sont complètement différents. Complètement. Mais c'est pas parce que elle aime ça et moi j'aime ça, c'est parce que ce sont les régions différentes. D'accord. Et on peut voir, si on voit une chemise vieille, on peut dire de quelle région elle vient. Par exemple, là, vous voyez, il y a beaucoup de noir. Il y a beaucoup de noir et puis il y a des couleurs foncées. Et c'est une chemise de la région de Ternopil. Et elle est noire parce que c'était en région où il y avait beaucoup de Tatars. Oui. Donc les militaires, Oui. anciens militaires, très anciens.
Oui, et il y avait beaucoup des événements historiques où les hommes étaient morts. Beaucoup des hommes étaient morts. C'est un Et, signe de deuil en fait, Oui, le noir. voilà. Et c'est pour ça qu'ils ont fait comme ça. Et en plus, vous voyez que c'est grand. C'est Très large. Oui. Et c'est que dans cette région, on peut trouver ça. Donc forcément, quand tu te balades en Ukraine, les gens savent que cette chemise provient Oui. de la région donc de Ternopil. Voilà. Et qui brode ces chemises? Parce que c'est un travail considérable en fait, quand on voit le nombre de Ah oui. petits points qu'il y a sur ta chemise. Cette chemise, c'était une vieille chemise, mais elle était vraiment très abîmée. Et ma grand-mère, elle a décidé de couper les fleurs. Ouais. Ça se voit ici. Et elle l'a mis sur une chemise Sur nouvelle. une autre chemise. Mais Oui. quel travail! Alors justement, on va aller s'asseoir, Martha, et on va parler des traditions. D'accord. Soumika. Justement, maintenant, avec tes explications, on voit clairement la différence entre ta chemise et celle de Solomia. Oui, voilà, la robe de Solomie, elle était faite par ma maman. C'était le cadeau pour son anniversaire. Et puis, on voit bien que c'est complètement différent. Il y a des tout petits dessins, mais ils sont un peu brillants, on voit. Et ça, c'est la région de Bukovina. C'est à côté de Moldavie. Et, Ok, sud-ouest. Voilà. Et ça, on peut voir parce qu'il y a les dessins des fleurs, beaucoup de dessins des fleurs. Et c'est plus petit. Et il y a toujours les choses brillantes. Et c'est comme ça qu'on peut voir que ça, c'est Bukovina, ça, c'est la région de Ternopil. Et ça marche avec toutes les régions. Il y a quelque chose qui nous permet de voir de quelle région c'est. C'est génial. Martha, tu nous dis donc que ta grand-mère t'a fait ta chemise, ta maman a fait la robe de Solomia. On sent que les traditions sont très importantes pour ta famille. Pourquoi c'est important pour toi, Martha, de transmettre toutes ces traditions à tes enfants et à tes petits-enfants après? Parce que je suis ukrainienne et ça n'existe dans le monde entier. C'est que les Ukrainiens qui font ça. Et c'est pour ça que c'est très important qu'ils sachent qu'ils sont les Ukrainiens, qu'ils sachent les traditions, la langue bien sûr, et les danses, les chants. C'est très important pour nous parce que c'est ce que ça veut dire d'être ukrainien. Dis-moi. Voilà, mes enfants, ils ont commencé de faire la danse. Déjà? Oui, mon fils, il a commencé il y a 2 ans. Et on comprend pourquoi Solomia est aussi énergique. Et ma fille, c'est un peu trop tôt pour elle, mais quand même, elle lui rejoint. Et je fais très confiance à cette école parce qu'en fait, c'est une école où j'ai passé 20 ans. Toi-même, depuis petite, Oui. depuis toute petite? Oui, j'ai commencé à l'âge de 3 ans. J'ai dansé 20 ans jusqu'à l'âge de 23 ans. J'ai arrêté parce que j'étais enceinte. D'accord. Et en fait, mon dernier spectacle était déjà avec un bébé. Parce que j'ai appris que je suis enceinte 2 semaines avant le spectacle. Et alors, c'est toute ma vie. C'est toute ta vie? La danse ukrainienne. Et c'est là que j'ai rencontré mon mari. En plus? Oui, qui faisait la danse aussi. Et c'est comme une grande famille. On connaissait chacun depuis très très longtemps. Et après, c'était très difficile d'arrêter. Parce que je ne me souviens plus de moi avant j'ai commencé la danse. Voilà, c'est toute ma vie. C'est toute ta vie, Martha. Merci infiniment d'être venue nous rejoindre, d'avoir accepté de venir nous rejoindre. Je te fais un gros bisou et je te souhaite beaucoup de courage pour la suite. Et avant de te laisser partir, est-ce que tu accepterais qu'on confie l'appareil photo à Stéphane et Oui, qu'il fasse bien une sûr. petite photo de toi, moi et Solomia? Bien sûr. Tu veux, Solomia? Tu vas me photographier? Malgré tout, même si les sujets évoqués relatent d'une triste réalité, je garde bien en tête les yeux rieurs de Solomia. Une petite fille qui souhaite juste vivre libre, grandir en paix, comme tous les enfants de son âge. Martha et ses enfants sont aujourd'hui en route pour l'Ukraine. Souhaitons-leur le meilleur. Père André, il ne nous reste plus qu'à vous remercier infiniment. On a vraiment déconnecté.
continuez votre travail C'est surtout. gentil à vous. en tout cas. Continuez. Avec un immense plaisir, mon cher Mario. Je vous appelle André, Mario. je vous fais un bisou. Merci pour votre Il faut. gentillesse et faut. votre accueil. C'était À très bientôt. agréable. On a Et- passé un très bon moment. Et très bel été. Revenez. Oui, on reviendra. Merci. Oui.